Salut, c'est Boris. Aujourd'hui, j'accueille une invitée particulière. Moi c'est Maud, je suis son épouse. Ce mois-ci ça va faire 11 ans qu'on est ensemble et donc je me suis dit 11 ans, 11 jeux avec des catégories différentes. C'était sympa de se prêter au jeu aussi, de réfléchir à ça en amont, replonger un petit peu dans les souvenirs. Alors, on s'est baladé ici dans la ludothèque de rue du jeu pour essayer de chercher les jeux qui allaient correspondre à chacune des catégories. Certains étaient des évidences, d'autres il a fallu un peu plus se creuser la tête. Voilà. L'exercice était intéressant, on va vous montrer ce que ça donne. Bienvenue, vous êtes rue du jeu et c'est parti. Alors, la première catégorie que tu as décidé de définir, c'est un jeu qu'on aime et qu'on n'arrive pas à ressortir, c'est ça? Ouais, alors tout de suite je sais, j'ai su ce à quoi je voulais penser, c'est des Vulgari Eloquentia. Ouais, donc c'est plutôt un gros jeu, hein. C'est aussi pour ça qu'on a du mal à le ressortir. C'est au moins 2 heures, 2 heures et demie de partie. Mécaniquement, si tu t'en souviens, c'est un jeu où on a cette carte de l'Italie et on se déplace, on commence en tant que simple marchand et puis on peut revêtir des nouveaux rôles. On peut aller jusqu'à devenir pape, je pense. C'est ça, c'est un des objectifs du jeu. Alors, c'est pas parce que vous devenez pape que vous gagnez, c'est quand même un accomplissement en soi. Est-ce que tu es déjà devenu papesse? Oui. Moi, j'aimerais bien devenir pape. On a fait 3 parties, 2 à 2 joueurs, et c'est pas du tout optimisé. En fait, c'est un jeu qui se pratique plutôt à 4, voire à 5, parce qu'il y a cette forte interaction sur les déplacements. En fait, on doit aller dans certains lieux du plateau avant les autres, on doit récupérer des ressources avant les autres, etc. Donc, à 2, ça tombait un peu à plat. On a fait aussi une partie à 3. Et pourquoi est-ce qu'on n'y rejoue pas? Parce que ressortir ça, c'est devoir réexpliquer les règles à quelqu'un, devoir nous-mêmes les relire et devoir nous-mêmes nous remettre dedans. C'est toute une installation. Et donc, il faut la bonne personne pour jouer avec. C'est pas toujours facile parce que généralement, quand on fait des soirées jeux ensemble, c'est plus avec des couples d'amis et donc c'est des jeux plus légers qu'on aime bien de sortir. C'est surprenant que ce jeu prenne la poussière ici, parce que c'est un jeu avec un titre en latin. Et les gens ne le savent pas, mais tu es prof de latin et de grec. C'est pour ça que tu l'avais pris, d'ailleurs. Tu le gardes parce qu'on aime bien, mais quand est-ce qu'on le ressortira? Quand nos enfants auront l'âge de jouer et qu'on aura une journée pluvieuse comme cet été en Belgique. C'est planifier la partie, en fait, pour qu'il se fasse, quoi. Faut savoir qu'un soir, on va être 4 ou 5 à vouloir se lancer dans un gros jeu. Il faut qu'on prenne nos dispositions pour que tu puisses participer, sinon ça va te décevoir. Oui, et il faut pas qu'on ait genre un couple d'amis, parce que je pense à un couple d'amis avec qui on pourrait jouer en soi. On a déjà fait des jeux plus conséquents. Et une de nos amies est prof de latin, mais avec les 4 enfants, c'est juste pas possible. C'est ça, faut prendre nos dispositions. Tout ça fait que le jeu prend la poussière depuis, je crois, 2014. Mais un jour peut-être, Inch'Allah. 2014. Voilà, De Vulgari Eloquentia, on ne désespère pas de... Pardon. On ne désespère pas de le ressortir, mais pour l'instant, il attend sagement dans l'étagère. Alors, la prochaine catégorie que tu as imaginée, c'est un jeu avant d'avoir les enfants. Alors, si vous ne suivez pas nos aventures, on a 2 enfants ensemble. Notre fille qui a 3 ans et demi et notre nouveau-né là qui a 4-5 mois. Et donc, c'est vrai que forcément, depuis qu'on a les enfants, on joue moins. Il y a des jeux qu'on a peut-être plus trop l'énergie ou le temps disponible pour sortir. Des jeux que je vais peut-être pratiquer moi de mon côté, mais qu'on va plus pratiquer ensemble alors que c'était le cas avant. T'as pensé à quoi pour cette catégorie-là? J'ai pensé à Tzolk'in. C'est clairement le genre de jeu auquel on jouait beaucoup au début où on était ensemble. Un jeu auquel je me débrouillais quand même pas mal du tout. C'est bien, il faut le dire. Oui. Parce que Tzolk'in, c'est un jeu qui peut être très exigeant, si jamais vous ne le connaissez pas, même si c'est un classique de l'Eurogame, c'est le premier jeu hanté. C'est des auteurs très renommés, Daniele Taschini et Simone Luciani. C'est un jeu où il y a des grands engrenages sur le plateau, et à notre tour, soit on pose des ouvriers, soit on les reprend. Et donc, il y a une mécanique, il y a un tempo à trouver pour ne pas se laisser bloquer et que les choses se mettent bien. Donc, ça demande parfois un petit peu d'expérimentation, d'apprentissage. Mais effectivement, je me rappelle que tu y étais doué très vite. Et donc, c'est un jeu que tu appréciais? J'aimais bien. En fait, moi, je fonctionne très, très fort au design des jeux et à la thématique des jeux. Et je pense que j'aimais bien la thématique, ça m'attirait, je trouvais que ça changeait un petit peu de mon antiquité à moi. Côté calendrier Maya, ouais, c'est ça, j'aimais bien le système de faire tourner les roues et tout. On peut vraiment planifier quand même sa partie sur du long terme. Ah ouais, à fond. Et
C'est pas un jeu où on va se retrouver au début du jeu et se dire bon, alors je vais tenter ça et puis voir sa stratégie évoluer. Je pense que c'est plutôt assez carré et ça, moi j'aime bien être assez carré, même je me sens tout de suite perdue si je sais pas quoi faire donc je vais tenter ça et puis en fait au final je vais faire ça. Ouais, tu parles de ces roues, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont à la fois un élément qui peut être attirant du côté esthétique. Tu vois le plateau, ça t'intrigue si tu n'as jamais entendu parler du système, mais en même temps, elles sont au cœur de la mécanique. Donc, c'est pas juste un gimmick, quoi. C'est vraiment un truc qui va t'imprégner et où tu vas devoir te battre contre ce système de jeu-là. Et les petits crânes aussi, là. Les crânes de cristal, tout à fait, ça fait partie. Le matériel est très beau aussi, je pense. C'est un jeu qui n'a pas pris une ride, en fait. C'est un jeu de 2012 qui fait encore référence. À noter qu'on possède aussi une extension. Est-ce que tu en as des souvenirs de cette extension ? Absolument pas. Elle est pourtant très bien. Elle te donne un peuple en début de partie qui ont des pouvoirs asymétriques, tu vois. Oui, ok, oui. Franchement, une fois qu'on a joué avec, on n'a plus envie de l'enlever. Tout n'est pas bien dedans. Moi, j'aime un peu moins le côté des prophéties, je crois que ça s'appelle, où tu es obligé de faire un certain truc avant un certain moment, sinon tu vas perdre des points. Mais le côté des tribus asymétriques qui donnent des pouvoirs en début de partie, ça, c'est vraiment très cool. Donc voilà, Tzolk'in, moi, j'y ai rejoué un petit peu de mon côté. Mais oui, je le pratique moins intensément qu'avant. Mais ça reste un jeu dont je ne me séparerai jamais et où on pourra rejouer un de ces jours. Ça se joue pas mal à deux en vrai. Quand on aura la foi, ça peut être un jeu qu'on ressort. Mais il faudra être patient. Et pas me dire « Ah mais tu sais, t'as déjà joué ». Non, en fait, je sais plus. Ouais, même moi, quand un jeu, j'y ai plus joué depuis 5 ans, franchement, il y a des règles qui s'oublient, c'est normal. Alors, la catégorie suivante que Maud a imaginée, c'est un jeu qu'on déteste tous les deux, tout simplement. Et là, forcément, on n'a pas de boîte à vous montrer, parce que même si j'ai beaucoup de jeux, quand je le déteste, je ne l'achète pas. J'arrive quand même à me contrôler à ce niveau-là. On va lâcher le morceau. Ce jeu, vous le connaissez sans doute, il est très populaire. C'est Blanc Manger Coco, en français, ou en anglais Cards Against Humanity, qui est un peu moins vulgaire, qui est un peu la version de base. Et Blanc Manger Coco, c'est le même principe, mais avec un côté bien trashouille en plus. Alors non seulement c'est un jeu qui de base est mécaniquement pas hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on a une situation au milieu, une espèce de phrase, un texte à trous en fait, et tu dois le remplir avec des cartes dans ta main. Il y en a beaucoup qui aiment. Moi, c'est vraiment clairement le genre de jeu où je sais pas me lâcher. En fait, ça m'amuse pas. C'est mettre des trucs pour dire de mettre des trucs et se justifier et ça te fait dire des choses que t'as pas envie de dire en vrai. Et donc... Ouais, c'est ça. En fait, ça te pousse au trash pour le trash, alors que avoir de l'humour noir ou quoi entre potes dans certains contextes, pourquoi pas. Mais en fait, là, ce qui peut être très gênant, c'est que tu peux te retrouver à jouer avec des gens que tu connais un peu moins bien. C'est ce qui nous est arrivé. Ouais. Et donc, c'est hyper malaisant dans ce cadre-là, parce que tu sais pas trop où mettre le curseur. En même temps, le jeu te force un peu la main pour être vulgaire, pour être beauf. Et en même temps, si tu joues avec des gens avec lesquels tu es en confiance, pour moi, t'as pas besoin du support du jeu pour te marrer, quoi. Et autant faire un vrai jeu qui a une mécanique intéressante. Je crois que ça serait même plus drôle de se passer des cartes qu'on a en main, en fait, et de juste faire une espèce de concours d'impro. On a des potes autour de nous qui sont très portés sur l'impro. Ils ont un spectacle. D'ailleurs, ils ont un spectacle Blanc Manger Coco qui, moi, par principe, j'ai pas envie d'aller le voir par définition, mais c'est vrai que le principe peut être sympa d'avoir une situation de base et d'imaginer les réponses pas nécessairement les plus vulgaires, mais les plus absurdes, les plus loufoques, les plus drôles, tout simplement. Ça, l'idée est bonne. Sûrement plein de gens à qui ça plaît parce que le jeu a bien marché. Ah oui, c'est un succès interplanétaire. Et voilà, moi, c'est aussi pour ça que je pensais à ce jeu-là parce que je pense que ça peut plaire à plein de gens, mais nous, pas. Et c'est vraiment un truc sur lequel on a été catégoriques tous les deux. On n'a pas aimé la partie qu'on a faite et jamais, t'as pensé à l'acheter. Ah non, ça c'est clair. C'est un peu tout ce que je déteste, le côté marketing opportuniste. Et puis maintenant, ils sortent plein de boîtes, toutes plus nauséabondes les unes que les autres. Donc voilà, c'est un type d'humour dans lequel je me reconnais pas, qui est pas très tolérant et voilà, qui nous a un peu dégoûtés tous les deux. Alors, la catégorie suivante, c'est un jeu que tu aimes et dont j'en ai marre. Il y a plein de fois où je t'ai dit
que j'avais envie de jouer à ça et tu m'as dit c'est pas original. Alors oui, t'en as pas vraiment marre, mais c'est pas original qu'on y joue. Donc c'est Potion Explosion. Pourquoi est-ce que j'aime bien Potion Explosion? Il y a ce petit système de billes. Donc on a devant soi une espèce de petite étagère un peu inclinée. Alors nous, dans la version qu'on a, c'est une version en carton qui se casse un peu la figure. Ouais, j'ai appris récemment dans la vidéo de First Player qu'il y avait une version avec du plastique. Voilà, donc il me l'a dit. Mais on va pas racheter le jeu pour autant parce que c'est quand même bête. Et donc les petites billes descendent et on doit remplir des potions qui ont des pouvoirs, etc. Les petites billes descendent et le but c'est de faire des associations de couleurs. Donc on peut pas les prendre comme on veut. Donc c'est-à-dire qu'on doit créer une explosion, d'où Potion Explosion. Parce que si mettons on a 2 billes rouges d'un côté et une de l'autre, mais qu'entre on a une bille bleue, on va enlever la bille bleue pour que toutes les billes rouges se rejoignent. Et comme on a une explosion, on peut prendre les trois billes rouges. Voilà, c'est un peu le principe d'un Candy Crush. C'est sympa, c'est coloré, il y a le petit fait d'aller prendre les petites billes, de jouer avec ça. Moi, j'aime bien. Oui, c'est attirant, hein, évidemment. Le matériel est attirant, il est agréable. C'est reprendre le plaisir un peu immédiat, ludique de ces jeux vidéo, de ces applications qui font exploser des billes colorées et l'appliquer aux jeux de société. Donc, c'est très malin. Mais j'ai jamais joué à tout ça, aux applications et tout. C'est malin aussi parce que tu peux programmer. C'est pas juste... t'as des choses que tu peux faire avant, après. Ouais. Utiliser les potions. Donc, tu peux vraiment programmer ton tour et c'est pas juste j'enlève ma petite bille et j'en ai 3 en plus, quoi. Il y a vraiment moyen de faire des tours où tu finis 2 potions en même temps. Mais oui, et puis tu peux regarder ce que tu laisses à l'autre aussi. Est-ce que tu lui laisses pas des trop bons coups? Tu peux prendre un malus de 2 points de victoire pour prendre une bille supplémentaire qui déclenche pas d'explosion et donc empêcher ton adversaire d'avoir un coup qui serait trop fort en lui faisant ce petit blocage là en plus. Et puis il y a quand même ce vrai côté jeu de société et petite combinaison parce que tes pouvoirs, tu les déclenches quand tu veux, et parfois ça peut te permettre de faire des tours complètement explosifs, parce que tu as patienté suffisamment pour déclencher tous tes pouvoirs d'un coup. Après, ça reste léger, on est d'accord. Bien sûr, et c'est assez rapide. Alors moi, c'est pas tant que j'en ai marre intrinsèquement du jeu, je trouve qu'il a plein de qualités, qu'il est très chouette, même s'il peut être ressenti comme un peu chaotique si tu joues à trop nombreux. Je pense que 2 c'est le bon nombre. C'est plus que, évidemment, quand t'as plus de 450 jeux, t'as envie de les varier. Mais moi, je trouve ça très chouette aussi, que ce soit toi, que ce soit d'autres personnes autour de nous. J'aime quand les gens ont aussi leur jeu préféré et qu'on ne soit pas uniquement dans la découverte en permanence, qu'on soit aussi dans l'approfondissement parfois. Et ça fait partie du plaisir de se retrouver dans ses pantoufles, d'avoir un jeu qu'on sait qu'on aime, qu'on sait qu'il va nous procurer du plaisir. Voilà, donc je respecte tout à fait ça et en vrai, je refuserai jamais vraiment une partie. Si. C'est enregistré. Bon, alors un petit peu. C'est enregistré là, c'est bon, c'est dit. Ça y est, devant témoin. Voilà. Je m'y engage. On est parti maintenant pour la catégorie inverse, donc un jeu que moi j'ai envie de sortir et que Maud refuse. Et là j'ai choisi Radlands, donc le jeu de cartes d'affrontement à 2 joueurs dans un univers post-apocalyptique. Mais en vrai j'aurais pu choisir un peu n'importe quel jeu de cartes, ça vaut aussi pour Netrunner, ça vaut aussi pour plein de jeux dans ce style-là. C'est un style qui est rédhibitoire pour toi. Ouais, en fait, je pense que c'est dû au fait que je suis quand même un petit peu mauvaise perdante. Et que, alors je tape pas mes cartes à terre et tout ça et j'accepte de perdre, mais c'est juste que c'est des jeux où tu vas continuellement forcément m'attaquer et que ça m'énerve, ça me bloque. Là c'est littéralement le but du jeu. Dans Radlands, chacun a 3 camps et vous gagnez quand vous avez détruit les 3 camps de l'adversaire. Donc voilà, c'est normal de s'attaquer, désolé. Mais non, mais je sais que c'est normal, c'est pour ça que je n'aime pas ce genre de jeu. Parce que j'aime pas un jeu où tu m'attaques. Alors, il y a d'autres jeux où tu le fais. D'ailleurs, la première partie de jeu qu'on a faite, tu m'as littéralement attaqué. Ouais, c'était Small World. Tu m'as attaqué, voilà. Et j'ai pas envie de jouer à ces jeux-là parce que je me sens vraiment mal. En fait, j'aime pas non plus, moi, d'attaquer les autres tout le temps. C'est pas du tout ce que je peux faire. Si on joue à King of Tokyo, par exemple, moi, je vais faire tout ce que je peux, non pas pour taper les autres, mais pour rester en dehors de la ville et puis me débrouiller comme ça. Vous les connaissez aussi chez vous, les joueurs comme ça à King of Tokyo. Alors, il y a ça, parce que c'est vrai que c'est un jeu d'affrontement assez frontal, mais aussi le côté carte, le côté combo. Moi, j'ai grandi avec Magic, toi pas du tout. Tu t'es mis aux jeux de société modernes, entre guillemets,
plus sur le tard quand on s'est rencontrés, en fait. Oui, sinon je joue au Mystère de Pékin. C'est vrai que j'ai pas le même fonctionnement, c'est pas quelque chose qui est, je vais pas dire inné, mais quelque chose qui va comme ça, qui coule de source chez moi. Et donc c'est peut-être aussi quelque chose qui m'ennuie dans ce genre de jeu-là, c'est que je vois que pour toi c'est hyper facile, tu fais tac tac tac, tu fais plein de combinaisons, et moi si j'arrive à faire une combinaison, en vrai je suis contente. J'arrive à voir le principe, je pense, je suis pas hyper douée, mais je suis pas non plus nulle. C'est pas ça que j'ai dit. Les combinaisons d'effets, les synergies, Radlands n'est pas le jeu dans lequel c'est le plus présent, mais y a quand même une icône sur chaque carte, on peut faire des combinaisons, des réactions en chaîne. Pour toi, ces jeux-là, ils se ressemblent un peu tous, en fait. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes jeux. Alors je sais que c'est différent et que c'est pas vrai, mais dans un univers différent. Et donc je pense que c'est parce que j'associe une mécanique que je n'aime pas trop, en fait, et qui ne me correspond pas au jeu. Ça, tu vois plus le thème, en fait. Je vois plus le thème, je vois la mécanique. Et en fait, me concentrer sur la mécanique de base, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est juste que c'est vraiment un truc que j'ai pas. Et donc du coup, c'est vrai que je vois un petit peu moins... la singularité du jeu. Et je sais qu'il y a des différences, qu'il y a des subtilités, qu'il y a des univers différents, mais c'est quand même des combinaisons de cartes, et ça c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. Heureusement, il me reste d'autres joueurs autour de moi pour jouer au jeu de cartes. Et peut-être ma fille un jour, qui sait. Ou ton fils. Il faudra attendre encore plus longtemps du coup. Alors là, c'est le moment douloureux pour moi, c'est le jeu où Maud m'éclate et où je ne gagne, pour ainsi dire, jamais. Disclaimer, elle sait que j'en ai parlé il y a pas longtemps en vidéo, que ça va être une redite pour vous, et elle souhaite quand même en parler. Ce jeu, c'est... The Grand Industry Outside. Il y avait plusieurs choix de jeux. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeux où je me fais éclater. Non, pourquoi est-ce que j'aime bien ? D'abord, je trouve que l'univers est chouette. Enfin, c'est original, l'hôtel où... Tout le monde trouve que c'est un jeu sans thème. Hein. Ah non, moi pas, je vais prendre les clients, je les regarde, je me dis ah ouais, celui-là il est bien. Alors c'est vrai que tu vas prendre ceux avec les gros points ou d'autres qui vont te donner des choses dont tu as besoin à ce moment-là. Celui-là, ça permet d'avoir l'impression de quand même donner quelque chose. Ici, moi, j'arrive vraiment à associer ce que je veux faire et à mettre les objectifs avec les cartes que j'ai en main, etc. Et j'arrive vite. De nouveau, c'est un jeu où j'arrive vite à voir ce que je veux faire et à rester carré dans ma partie. Alors, il y a des trucs urgents à faire. Avoir de l'argent dans ce jeu-là, c'est compliqué et c'est vraiment un truc hyper important. Mais une fois que... Faut jamais tomber à zéro. C'est ça. Mais une fois que j'ai l'impression qu'une fois que t'es passé au-dessus de 15, généralement... Oui, sachant que la limite est à 20, donc c'est déjà balèze à faire. Ouais, mais généralement, tu redescends pas assez que pour vraiment te sentir totalement acculé. Et moi, personnellement, je me suis jamais sentie acculée dans ces jeux-là, quoi. Moi bien. C'est pour ça que ça. Non, mais oui, effectivement, je pense que comme tu le disais, j'ai tendance peut-être à un peu plus explorer, là où tu vas être sur des rails par rapport à vraiment, tu vois directement les objectifs, t'y vas, et moi je pense que je batifole un peu plus. Et puis... Parce que c'est ça aussi mon plaisir dans ce genre de jeu, c'est de me dire je vais tenter cette stratégie, je vais tenter ce pouvoir, qu'elle est rigolo. On draft des cartes de personnel de l'hôtel qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux en début de partie, ça m'oriente aussi, et j'ai tendance à me dire oh tiens, je vais essayer de jouer autour de ça, même si ça colle pas exactement avec le reste du plan que le jeu essaye de me donner. Alors tu m'as déjà mis des tours entiers de plateau, hein, c'est arrivé, mais récemment j'ai eu plusieurs fois où j'étais très très proche de l'espoir de gagner. Je crois que les dernières défaites, elles se jouent vraiment à à 5-10 points. C'est vrai que moi j'ai tendance, une fois que j'ai trouvé une stratégie qui marche, à ne pas essayer de chercher une autre stratégie. Je pense à Bruxelles par exemple. Quand on jouait, je jouais toujours la même stratégie et j'ai vraiment du mal à aller voir ailleurs. C'est peut-être un défaut de joueur, je sais pas s'il y a des catégories. Non, en fait, ça dépend où tu trouves ton plaisir, quoi. Il y en a, ça va les embêter de faire toujours la même stratégie, ils vont varier exprès. Des fois, les jeux vont te forcer à varier. Certains trouvent que c'est un défaut quand dans un jeu, tu peux à toutes les parties faire la même stratégie. Voilà, ça peut être une catégorie aussi d'expérience ludique qu'on apprécie, quoi. Après, quand je dis rester dans la même stratégie, pour moi, c'est pas toujours faire la même chose, mais c'est, tu sais plus ou moins les choses qui font gagner et tu essayes de faire ça. Mais ça, je crois que c'est de nouveau mon côté assez carré, assez je sais où je vais, je sais ce que je veux faire et ça va être comme ça, quoi. Après, moi, je préfère que tu sois forte et que tu m'exploses plutôt que tu sois nulle et que je gagne à tout d'office. Ça serait pas très intéressant. Donc, moi, j'apprécie beaucoup qu'il y
y ait ces jeux où je sois à 0% de victoire contre toi, ça me donne vraiment un challenge, et franchement, je préfère ça que l'inverse, quoi. Mais une fois que tu m'auras battu, on n'y jouera plus. Comme Ah bon? ça, Ah mince! Ah mince! Alors voyez comme je suis modeste, pour le jeu auquel je l'éclate, je l'ai laissé choisir. Et donc Maud a choisi de sélectionner Raptor comme jeu où je l'éclate. Raptor, c'est un jeu de duel asymétrique, où l'un va jouer les dinosaures et l'autre joue les scientifiques. Moi, je suis le dinosaure à chaque fois. Je veux pas changer. Voilà. Toi, quand il y a des jeux asymétriques, tu veux toujours prendre un seul camp et te concentrer Le dessus. camp où j'ai décidé que c'était gentil, en fait. Je veux pas être les méchants. Ah oui, donc la sorcière, dans Pagan, c'est la gentille, et les dinosaures, c'est les gentils. Elle est pourchassée, la sorcière, et les scientifiques qui veulent faire des mauvaises expériences avec les dinosaures. C'est une façon de voir les choses, c'est ok. les gentils. Si vous jouez les scientifiques, comme moi, votre rôle va être de capturer les gentils dinosaures, d'endormir la maman raptor. Tu vois, c'est une maman qui protège ses petits, donc c'est les gentils. Et si vous jouez les dinosaures, votre rôle va être de bouffer les scientifiques. C'est ça les gentils, ok, d'accord, je pose pas de questions. Oui, parce qu'elle défend ses bébés. Mais surtout, vous allez gagner si vous arrivez à faire s'enfuir 3 bébés du plateau. 3 petits bébés raptors, vous les emmenez sur les tuiles L qui sont sur les bords du plateau. Tu les as pris pour leur faire des mauvaises expériences, tu vois. C'est les méchants. Alors le système de jeu est très malin, très épuré. On a des cartes de 1 à 9 qui ont tout un pouvoir spécial. Plus la carte va être forte, plus le pouvoir spécial va être difficile à activer. En fait, ce qui se passe, c'est que chacun joue une carte face cachée, on révèle, et la différence entre ces deux cartes, par exemple, si j'ai mis un 6 et que Maud a mis un 3, j'ai 3 points d'action à jouer. C'est moi qui joue la plus grosse carte, c'est moi qui vais pouvoir faire des actions. Mais avant ça, elle va pouvoir résoudre son pouvoir spécial. Du coup, le pouvoir spécial du 8, c'est très rare que vous alliez le jouer, parce qu'il faut que votre adversaire ait joué le 9 en même temps en face. Cas de figure assez rare. Mais si vous arrivez à le déclencher, c'est jouissif, ça va être un super gros truc. Moi, c'est un jeu... Je pense que c'est parce que je suis trop prévisible et que tu sais trop vite ce que je vais faire. Tu me contres très facilement. Après, je sais pas si c'est plus difficile de jouer les dinosaures que les scientifiques. Et tu me dis à chaque fois, prends les scientifiques puisque tu dis que c'est plus difficile les dinosaures. Et j'assume le fait de ne jamais vouloir les prendre parce que je n'aime pas de jouer un autre rôle. Alors j'ai pas fait de stats ou quoi, mais j'ai quand même fait 10-15 parties du jeu, et moi j'ai le sentiment qu'il est plutôt équilibré, franchement. Et puis c'est un jeu qui est pourtant très asymétrique, et ça c'est assez agréable. Les scientifiques ils vont pouvoir mettre du feu, la maman raptor elle va pouvoir faire des cris qui font peur aux scientifiques, qui les couchent, et il faut attendre un tour avant de pouvoir les relever. Donc thématiquement, il y a plein de trucs qui fonctionnent très bien, ça se joue en 20-30 minutes, c'est vraiment un super jeu. Donc je dis pas ça parce que apparemment j'y gagne souvent, moi j'avais même pas ça en tête. Est-ce que tu prends quand même du plaisir à jouer? Oui, j'aime bien le jeu. Je trouve que c'est très facile à jouer, mais ça reste très malin, et qu'on peut un tout petit peu programmer, pas trop, mais un tout petit peu se dire... On a 3 cartes en main, donc on a le choix entre 3, et on gère un petit peu sa main comme ça. Mais oui, ça va pas être un jeu avec une dimension stratégique intense, mais il y a plein de choses intéressantes dedans. Et il est assez light, il est assez facile à sortir, il n'y a pas plein de matériel à installer. Oui, le principe de base est très simple, ce qui va changer c'est les effets des cartes spéciales, mais on a des aides de jeu assez bien faites, et puis une icono, voilà, il n'y a pas non plus 10 000 effets différents, même si c'est pas les mêmes pour chaque camp. Donc voilà, on va bientôt leur sortir, ça fera du bien à mon ego comme ça. Ok, on rentre dans une catégorie double, une catégorie où on va tous les deux choisir un jeu autour d'un même thème, et t'as décidé qu'on allait parler de jeux souvenirs. Alors c'est toi qui ouvre le bal. Donc des jeux qu'on associe vraiment à un moment donné de notre vie, forcément aussi des choses qu'on aime bien, on va pas aller chercher un jeu douloureux ou quoi. Moi j'ai choisi Glenmore. Donc pourquoi un jeu souvenir? Parce qu'on a fait un très beau voyage en Écosse. Alors tu ne l'as pas du tout acheté en Écosse, tu l'avais avant, mais je me rappelle... C'est un jeu allemand, hein, pas du tout écossais. Ouais voilà, mais c'est sur l'Écosse. Dans le jeu, vous avez un village, vous récupérez des tuiles, et notamment parmi ces tuiles, il y a des lieux historiques d'Écosse. Donc il y a des châteaux, il y a des lochs, etc. Par exemple le Cawdor Castle. Et donc
c'est réel, c'est pas... Bah, on l'a visité en On l'occurrence. l'a visité. Alors, outre le fait que c'est un souvenir, donc c'était un très beau voyage, honnêtement, le jeu, il est génial, moi je trouve. C'est vraiment, je pense, dans mes jeux préférés. D'abord, la mécanique est, je trouve, moi, originale, puisqu'on enlève des tuiles, etc. C'est malin parce que on avance en même temps sur un plateau, mais on va décompter à un moment la différence de tuiles qu'on a l'un avec l'autre, puisqu'on construit petit à petit son plateau. C'est ça, c'est toujours le dernier qui est sur la file qui joue, donc vous pouvez jouer plein de coups d'affilée si votre adversaire a beaucoup plus avancé que vous, mais en même temps, à la fin, si c'est vous qui avez le royaume avec le plus grand nombre de tuiles, vous allez perdre 3 points de victoire par tuile que vous avez en excédent de vos adversaires, donc ça fait très mal, donc il faut faire très attention à ça, c'est un truc qu'on peut se faire avoir les premières parties. Oui, parce que en fait, tu te dis, ah oui, ça c'est intéressant et ça c'est intéressant. Et donc, la partie pourrait être très très longue, mais en réalité, elle se joue très très vite. Le jeu est hyper rapide, et nous particulièrement, je pense, nous on y joue vraiment comme des acharnés, hein. On a fait 30 ou 35 parties spécifiquement à 2, alors qu'en vrai c'est un jeu qui se joue bien peut-être un peu plus nombreux, mais nous on a apprécié le pratiquer à 2. À chaque fois la partie passe trop vite parce que, en plus... on est hyper compétitif dans notre approche, donc on avance beaucoup pour pas avoir beaucoup de tuiles et prendre vraiment le strict minimum, et à chaque fois qu'on a passé tous les deux des tuiles, elles vont toutes à la défausse, et du coup on en remet des nouvelles, et évidemment c'est l'épuisement des 3 piles de tuiles qui déclenche d'abord les différentes phases de décompte, et puis la fin de partie une fois qu'on a terminé la 3e. Donc c'est les joueurs qui font le rythme de la partie, et ça c'est intéressant, et comme on a ce même style de jeu assez agressif, les parties vont très vite avec nous. Bah oui, je pense qu'en plus, comme on sait quelles tuiles vont sortir, on sait ce qui va avec quoi, et donc au final on le joue assez facilement. C'est un jeu allemand, tout ce qui est plus allemand, on met des cubes en bois pour faire des moutons, des vaches et de la pierre. On dépense ça pour faire du whisky. C'est presque un thème plaqué, mais c'est vrai qu'il fonctionne. Il y a un truc de création de son paysage à la Carcassonne, mais en beaucoup plus complexe, qui est sympa, parce qu'on doit faire matcher les rivières, les routes, etc. Ouais, c'est ça. On doit surtout bien positionner nos tuiles pour pas se retrouver bloqué. Et puis aller positionner ton petit bonhomme. Ton petit chef de clan, oui, parce que tu peux poser des tuiles que autour, et quand vous posez une nouvelle tuile, vous allez activer non seulement cette tuile, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc il y a moyen, si vous débrouillez bien, d'activer la même tuile 3, 4, 5 fois dans la partie. Donc c'est assez technique. Et tu peux te retrouver bloqué, parce que si tu n'as plus de chemin et que tu n'as plus que des tuiles avec le chemin, tu t'es coincé. Est-ce que tu sais qu'il existe un Glenmore 2 ? Non. Il y a un Glenmore 2 qui est passé sur Kickstarter et qui a plein de modules d'extension. Moi, j'ai joué qu'une seule fois. Ça a ajouté un petit truc avec des bateaux qui devaient passer d'un village à l'autre. Il y avait une petite course de bateaux comme ça. Et il y a plein d'autres trucs, ils appellent ça les chroniques. Et donc, il y a des tas et des tas de possibilités, de règles en plus, etc. Donc, ce truc que tu connais et que tu chéris est complètement obsolète. Aux yeux de plein de gens, Glenmore 2 a complètement remplacé cette vieille boîte. Moi, j'ai pas envie de le remplacer, je l'aime bien comme ça. Moi aussi. Et c'est pour ça que c'est un jeu souvenir, en fait. Voilà, la messe est dite, allez vous rhabiller, la Kickstarter. Alors c'est mon tour de partager un souvenir. Après la naissance de notre première fille, donc en 2019, on revient à la maison, tout le monde vous dit « Ah, vous allez avoir un enfant, votre vie va changer, etc. » Nous, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est rejouer à des jeux, une fois que l'enfant était bien en sécurité, etc. C'est vrai qu'au début, ton enfant, il dort beaucoup. Si le bébé dort, en vrai, t'as pas le temps de te lancer dans une grosse partie, mais tu peux faire des jeux plus légers, plus court et que tu connais pendant que le bébé dort ou est dans les bras. Nous, on avait joué à Alexandros. C'est d'autant plus intéressant de l'évoquer que c'est plutôt une vieillerie qui, à mon avis, est inconnue au bataillon pour pas mal d'entre vous. C'est un jeu de Leo Colovini, un auteur que j'adore, qui fait des jeux souvent très abstraits. Bon, là, il y a une thématique vaguement Grèce antique, mais on va pas se mentir, elle est ça se ressent pas, quoi. C'est juste, tu dois faire des frontières. Voilà, c'est un thème plaqué comme Leo Colovini en fait si bien, mais oui, c'est un jeu où on a des petits bâtonnets à placer comme ça. Donc vous avez une main de carte avec des petits symboles et cette belle grande carte de la Grèce. À votre tour, vous allez ramasser une carte et vous allez déplacer Alexandre le Grand sur le plateau. Et ce faisant, vous allez placer des petites frontières. Petit à petit, certains territoires vont être fermés et vous allez pouvoir à nouveau jouer des cartes de votre main, une fois que vous en aurez thésaurisé un certain nombre, pour pouvoir vous placer
et puis après scorer, activer le scoring en fonction des icônes visibles qui sont à l'intérieur de votre territoire. C'est un jeu pour le coup très interactif. On peut piquer aussi, une fois que l'autre a fermé le territoire, on peut aussi aller le reprendre. Il faut aussi éloigner Alexandre des territoires qu'on a. C'est ça, parce qu'une fois que vous avez votre territoire, s'il est très grand, très lucratif, c'est pas pour autant qu'il va rester comme ça. Vous pouvez ramener Alexandros vers le territoire de votre adversaire, il va commencer à le diviser. C'est un peu une course au point, et donc tu peux choisir de continuer à faire scorer ta zone tant que tu veux, mais laisser du coup le champ libre à ton adversaire, ou essayer d'un peu plus le contrer. C'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 4, on n'y a jamais joué qu'à 2, et il fonctionnait bien, je me souviens, quand on était revenu de la maternité, qu'on était déphasé, il y a ce côté très visuel. Alors le jeu est moche, mais c'est concret, quoi. On ramasse des icônes de couleurs bien visibles, c'est moche, mais au moins c'est lisible. Alexandros, un jeu très abstrait, très moche, très austère, mais intéressant, interactif et assez original dans sa mécanique. On attaque l'avant-dernière catégorie, c'est le bien nommé jeu de la honte. Alors oui, le cube, j'en ai pas honte, mais on peut regarder les dessins. Le thème est... Voilà, il y a un brocoli Freddie Mercury, si je me rappelle bien, le ton c'est Tina Tuna, en hommage à Tina Turner. Le jeu est très chouette en soi, je crois qu'on en a joué plusieurs parties, d'ailleurs tu l'as pas encore revendu, donc je pense que tu l'apprécies toujours. C'est un petit jeu de cartes hyper malin de Sébastien Blisdel, qui est un auteur assez réputé en plus pour le coup. C'est juste que Gigamic a mis un thème à coucher dehors dessus avec des légumes et des poulets qui font de la musique et qu'on doit cuisiner dans un wok. C'est un peu le jeu de la honte, je pense, peut-être plus au niveau de son design et du thème et de la manière dont quand les gens voient ça dans ma ludothèque, ils se posent des questions, et quand je leur dis en plus « mais c'est vachement bien », ils se posent encore plus des questions. C'est un jeu qu'on a joué autant à 2 qu'à 4 pour le coup, qui fonctionne dans toutes les configurations, et qui a un côté boursier, économique, parce que à son tour, soit on prend de l'argent au milieu de la table à côté d'une pile d'ingrédients, soit on dépense de l'argent pour acheter cette pile d'ingrédients. Et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a presque un côté stop ou encore de « Ok, il y a 5 pièces ici, si j'en prends une, ok, je m'enrichis moi, mais je fais que le lot est moins cher pour les autres. » Et voilà, et puis ça peut devenir du coup un lot qui peut nous paraître pas du tout attractif, mais on a besoin de sous, donc on va quand même aller chercher les sous, etc. Et là, clairement, on peut bloquer les autres parce qu'on voit clairement les woks qui sont devant. Donc on sait très bien que lui, ça va l'intéresser. Et si, à son tour, on n'a pas quelque chose d'intéressant à faire pour soi, clairement, on va aller bloquer l'autre, quoi. Donc, c'est ça. Et quand on achète un lot, nos pièces, on les pose à nouveau. Donc il y a vraiment ce truc de marché qui fluctue en fonction de l'offre et la demande, quoi. Et une fois qu'on a récupéré ces cartes, on essaye de faire des associations de symboles et de jouer des cartes de même symbole pour aller récupérer des woks. Et ces fameux woks, c'est pas juste des plats cuisinés, c'est des façons de scorer des points. Il y en a qui font des points bruts, mais il y en a qui vous demandent de faire des associations. Par exemple, t'as 2 crevettes, un brocoli, ça te fait 6 points. Et tu vas pouvoir faire ça autant de fois que tu veux. Et pour bien faire, t'essayes que les cartes avec des symboles que t'achètes pour ensuite récupérer des woks, ça soit aussi des ingrédients qui vont aller dans tes woks pour te faire scorer des points. Ces airs de jeu débile avec un brocoli Freddie Mercury, c'est un jeu qui fait bien fumer le cerveau, et c'est pas du tout un jeu d'ambiance. Tu te tais, tu réfléchis, t'as tes neurones qui fument, à 2 joueurs, t'arrives à compter le fric qu'a l'autre, à 4 c'est un peu plus compliqué, mais du coup les marchés fluctuent beaucoup, c'est intéressant aussi. On change aussi le nombre de woks qui sont présents en fonction du nombre de joueurs, donc jeu de la honte sur le thème, mais sur la mécanique... Oui, non, c'est ça, c'est jeu de la honte, parce que quand on regarde le thème, quand on regarde les illustrations, le nom des légumes. Oui, le wokyu. Et puis les jeux de mots nuls sur les légumes, voilà. Après, ça donne un certain charme, mais c'est presque un côté défi, quoi, tu vois. Je sais que ce jeu-là, il est vraiment intrinsèquement bon, c'est pour ça que je l'ai pas revendu, et que si quelqu'un me sort ce truc en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» je vais pouvoir lui dire « On va y jouer, tu vas voir, je te promets que c'est bien. » Et enfin, la dernière catégorie que tu as imaginée, c'est la catégorie post-enfant, je cite. Alors, quand je dis post-enfant, c'est pas qu'on ne joue que à ça depuis qu'on a une autre deuxième. C'est plus un jeu qui m'a évoqué le fait maintenant de passer de 2 à 3 et puis de 3 à 4. Le jeu, c'est Discover.
J'en ai déjà parlé sur la chaîne, hein. Très chouette jeu d'ambiance. La grande, qui n'est pas si grande que ça, mais qui voulait jouer à un jeu avec nous et qui avait pas envie de jouer à un de ces jeux, etc. Et donc on a pu l'inclure dans la partie, et le petit qui n'aime pas trop d'être posé, et qui aime bien entendre de la musique. Donc en fait, ça nous a permis de jouer avec un arrangement de règles. La grande, en fait, on la comptait pas spécialement dans les points. Donc elle nous donnait son avis. Mais évidemment, à 3 ans et demi, c'est normal. Elle va choisir l'image qu'elle préfère. Et puis, son choix de musique, on a eu Miraculous et La Reine des Neiges. Ouais, voilà, dans Discover, chacun choisit une musique à tour de rôle. Et puis on essaye, parmi les 4 illustrations, les 4 pochettes d'albums qu'il y a au milieu de la table, de choisir celle qui correspond le mieux à la musique. Effectivement, voilà, quand c'est le tour de notre fille, on sait qu'on va pas aller écouter Chopin ou AC/DC. Ça va être plutôt les standards des Disney, des chansons pour enfants. Mais elle nous a surprises aussi avec des chansons qu'elle avait déjà écoutées par nous, etc. Et donc, voilà, elle n'entrait pas dans la logique de points, mais elle était là, elle était contente parce qu'elle faisait un jeu de grand avec papa et maman. C'est ça, elle peut participer à l'activité. Nous, ça dérange pas de notre partie, parce qu'on jouait avec la variante coopérative dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente, qui est issue de Plateau. Donc nous, on faisait notre partie comme on aurait joué entre nous, en fait, mais elle pouvait quand même participer, sans que ça nous gêne, avec son propre matériel, etc. Et le petit participait quelque part, un petit peu lui aussi. Il était dans les bras, il aimait bien écouter de la musique, ça le calmait, on n'écoutait pas des berceuses, on n'écoutait pas de la musique classique spécialement. En plus, j'affectionne encore bien ce jeu-là, parce que quand on joue avec d'autres personnes, ça nous permet d'un peu découvrir d'autres styles musicaux, et donc on a joué avec 2 couples d'amis différents, et on a eu des genres de musique totalement différents, mais c'est gai parce que quelque part ça fait découvrir de la musique aux autres. C'est un jeu qu'on peut facilement sortir en jetant un œil sur les enfants, en répondant à une question, en prenant un apéro, en devant s'interrompre parce qu'il y en a un qui pleure et qui voilà. C'est vraiment le jeu, moi je le trouve sympathique. C'est la marque d'un jeu d'ambiance. Alors je disais, c'est presque plus une activité qu'un jeu, mais comme dans tout bon jeu d'ambiance, on se fout complètement des points, en fait. Voilà, on les met là, surtout si on joue en coopératif, pour essayer de se donner un objectif, un petit leitmotiv pour avancer. Mais en vrai, oui, ce qui compte, c'est de partager un moment ensemble, un moment qui peut être avec les enfants, soit qui participent à la partie, soit qui sont autour. Le fait qu'il y ait de la musique, ça crée aussi une ambiance dans la pièce. C'est détendant, ça fait penser clairement à l'été. C'est un jeu qu'on joue sur la terrasse comme ça, et ça permet d'écouter de la musique un peu de manière différente. Il n'y en a pas un qui tient la playlist et qui a mis une playlist comme ça en aléatoire avec ses goûts, etc. Et quand on joue avec d'autres personnes, on découvre les autres. Même si on les connaît, on les découvre à travers leur musique, la musique qu'ils écoutent, la musique à laquelle ils pensent. Et quand on joue à nous deux, on écoute juste des chansons qu'on aime bien. Voilà, ceci marque la fin des 11 jeux pour 11 ans. On espère que ce concept original Made in Mode vous a plu. On espère que peut-être on vous a fait découvrir des jeux que vous ne connaissiez pas, qu'on vous a donné envie de jouer ou de rejouer à certains jeux. Et voilà, que vous soyez en couple ou non, si vous avez un partenaire de jeu régulier, que ce soit un ami ou autre, on vous souhaite de pouvoir continuer longtemps, aussi longtemps que nous, à jouer en duo. Si les circonstances et les événements changent, et si notre vie n'est plus la même, on aime encore jouer ensemble. On a moins l'occasion, mais on aime encore jouer ensemble. À nous deux, à 4, à 5, à plus. Voilà, moralité, le jeu, ça unit, ça rassemble. Longue vie aux jeux de société. Jouez bien par chez vous. Ciao. Au revoir. When I'm done, chill to the bone, I hear its voice over the